Chers amis, bonjour et bienvenue, merci d'être avec nous. Voici donc un nouveau rendez-vous, une nouvelle rencontre que j'attendais impatiemment, je ne vous le cache pas, et vous aussi, avec un visage que vous connaissez si vous êtes fidèle à un rendez-vous, notamment chez nos confrères d'M6. Le lundi soir, vous ne passez pas depuis presque 20 ans maintenant, 18 ans, 19 ans, à côté d'un programme, un programme qui s'appelle L'amour est dans le pré, et il y a évidemment des personnalités assez atypiques, des gens qui ressortent un peu de ce programme et qui ont sans doute été bouleversé par cette émission au point de changer littéralement de vie. C'est ce qu'on va voir avec mon invité, il s'appelle Mathieu Séchin. Il est là. Salut Mathieu. Salut, merci de m'inviter. Je suis ravi. Moi aussi. Je suis ravi que tu sois sur ce plateau. Toi que l'on suit depuis quelques temps maintenant. Ce programme d'M6, L'amour est dans le pré, ça a complètement changé ta vie. Ça a complètement bouleversé ma vie, changé ma vie dans le bon sens. Alors après, souvent on me dit, c'est grâce à la télé que tu es ce que tu es aujourd'hui. Je dis bien sûr, mais il faut savoir en faire quelque chose aussi après. Il faut savoir aussi transformer les choses dans le bonheur, dans le bien-être, enfin, on en parlera, mais ça m'a permis de faire des choses, notamment pour la cause animale, pour tout ça, que je n'aurais jamais pu faire avant. Est-ce qu'il y a toujours une question que je me pose quand on est dans ce tourbillon médiatique, est-ce que tu regrettes quelque chose? Absolument pas. Je regrette rien, mais vraiment c'est un truc incroyable. D'abord parce que la production de l'émission est une production très saine, c'est une famille, L'amour est dans le pré. Et puis moi j'aime les bouleversements, je trouve que ça fait partie de la vie. Une vie sans bouleversement, c'est trop plat, quoi. Alors ce qui a fait quand même ton ADN pendant des années, c'était l'agriculture, l'élevage de bovins et de taureaux. J'ai été pendant plus de 10 ans restaurateur. Restaurateur. Alors voilà, j'avais 5 restos et 2 salons de coiffure. Exact. Il y avait des salons de coiffure aussi. J'ai fait donc un énorme burn-out en 2016, mais quelque chose de terrible. Et puis j'ai rencontré un ami qui avait un petit troupeau et on est partis ensemble dans une aventure de 6 ans. Mais ce qui est fou avec toi, j'ai le sentiment, et on ne se connaît pas évidemment, mais j'ai le sentiment que tu es capable de tout plaquer pour changer de vie en 2-2. Complet. D'abord j'ai eu 1000 vies, parce que j'ai commencé par une école de commerce, avec une option de finance, j'étais contrôleur de gestion, j'ai tout plaqué pour monter mes restos, j'ai tout plaqué pour aller dans l'agriculture, j'ai tout plaqué pour vivre la vie que je vis aujourd'hui. Enfin, la vie, c'est ça, c'est oser en fait. Moi, je dis à tout le monde, les gens, souvent, ceux qui me suivent, ce que j'appelle mes follow cops, me disent, mais Mathieu, comment tu fais? Je dis, vous savez, il y a un mot que moi j'adore, c'est oser. Oser, simplement oser. Et puis, vous risquez rien. Alors, certains vont dire oui, mais parce que effectivement pour l'instant tu n'as pas construit ta famille, on va y revenir, parce que tu n'as pas peut-être d'obligation, parce que tu n'as pas nécessairement un port d'attache qui te tient particulièrement à cœur, donc tu peux oser prendre ta bagnole, ton camion, ton camping-car et partir. Oui, c'est une question de volonté. C'est vrai. Voilà, tu as des gens qui ont leur famille, qui ont leur métier, qui plaquent tout pour refaire une vie. C'est juste, je crois, une question de courage, de volonté, d'envie. Tu sais, on a un passage sur la Terre, un seul. Après, on peut parler de spiritualité. On va en parler. Voilà, mais de ce qui se passe après, etc., la mort. Mais en tout cas, de la douleur, quand on se pince, il y a un passage. On choisit le passage qu'on a envie. Voilà, moi, j'ai envie de tracer une belle route. J'ai envie, pas qu'on se souvienne de moi, parce que ça, j'en ai rien à foutre. Mais en tout cas, que le jour où je serai face à mon cercueil, je me dis, putain, Mathieu, tu regrettes rien, en fait. T'as tout fait, quoi. T'as tout tenté. De ces 1000 vies dont tu parles, est-ce que c'est celle que tu vis là, en ce moment, maintenant, qui te touche le plus? Ouais, c'est celle qui me touche le plus parce que c'est celle où je suis enfin accompli. J'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Bon, je ne baigne pas dans l'argent, je baigne pas dans mais je fais uniquement que ce que j'ai envie. Extraordinaire. Donc c'est quand même c'est un luxe. Alors que j'ai des amis qui sont chefs d'entreprise qui gagnent des centaines de milliers d'euros par mois. En fait, ils sont prisonniers de leur entreprise et je ne les pense pas si heureux que ça. Moi, je ne gagne pas tout ça et c'est le prix de ma liberté, mais la liberté n'a aucun prix. Alors, on va voir évidemment quels sont tes combats parce que j'ai regardé, tu as un profil LinkedIn et il y a marqué sur le profil LinkedIn, alors peut-être que c'est pas un vrai, je ne sais pas, il y a marqué influenceur. Oui, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai mis ça. Mais je ne l'utilise pas, ce profil, parce que j'en ai pas besoin, et puis parce que c'est encore rentré trop dans le business. Mais je savais, à une époque, je ne savais pas, quand je l'ai monté il y a 2 ans, je ne savais pas quoi mettre. À l'issue de l'émission? Ouais, je ne savais pas quoi mettre, parce que je ne savais pas quoi mettre. Alors maintenant, je me dirais plus entrepreneur nomade, peut-être. Ou sur Facebook, j'ai marqué entrepreneur osé. Tu vois? Alors, il y a une dame un jour qui est venue faire une émission ici pour un programme qui s'appelle l'Index. Elle a dit, moi je suis osologue.
C'est ça. C'est génial comme nom. Je trouve ça génial. C'est osologue. Ouais. Donc tu as osé. Et j'ai Ouais. l'impression que toutes tes décisions, tu les prends en ton âme et conscience, et peut-être même sans te soucier de ce que l'on peut dire, de ce qu'on peut imaginer ou penser de toi. Alors déjà, sans me soucier de ce qui peut arriver. C'est-à-dire, j'ai une capacité d'inconscience qui est quand même assez... Ça peut être dangereux. Alors, il faut connaître ses ressources, ses ressorts, tu vois. Je te donne un exemple concret. Il y a une petite difficulté financière. Bon, j'ai beaucoup dépensé cette année parce que j'ai beaucoup voyagé. Ouais. J'avais besoin de voyager, de me retrouver moi-même après mon divorce, après tout, enfin, Mhm. la séparation, tout ça. La mort de mon père. Enfin, il y a eu beaucoup, en 2 ans, beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, effectivement, quand tu voyages beaucoup, bah, tu dépenses beaucoup. Donc là, mois de septembre, je dis, oulala, le mois de loyer du mois d'octobre, tu sais, j'ai commencé à... Ça te tique un Et peu. puis j'ai rebondi, il y a un truc qui est arrivé, j'avais oublié des droits d'auteur qui sont tombés, et donc oh, ils sont tombés, bah, et puis je suis reparti. Puis ma vie est faite comme ça, en fait. Je sais qu'il y a toujours quelque chose qui... Tu crois au karma? Je sais pas si je crois au karma, je crois plus en Dieu. En fait, je crois qu'on a créé Dieu pour éviter de croire en nous-mêmes. En fait, notre Dieu, c'est nous, hein. Pourquoi croire en quelqu'un d'autre plutôt qu'en soi-même? Tu veux, l'énergie que tu passes à croire en Dieu, c'est autant d'énergie que tu passes pas à en croire en toi. Donc voilà. Tu crois en ton étoile? Ouais, je crois en mon étoile, mais c'est toujours pareil. Ton étoile, c'est toi qui te la fabriques. Tu vois? Moi, j'aime bien cette plaque de marbre, tu sais, qui est toute fissurée un petit peu partout, qui a des chemins, tu vois, dans le marbre. Et selon le chemin que tu prends, tu as des ramifications qui... Voilà, c'est quand même tous tes choix qui te conduisent à... Comme ton tatouage. Exactement. Voilà. Qui était en fait, il y a un gros cœur ici au niveau du cœur, et puis voilà, donc c'est... Alors, j'ai pas mis de photos dénudées de toi, parce qu'il y en a quelques-unes Oui. sur les réseaux sociaux. Alors tu sais que t'as pas nécessairement de problème avec la nudité. Mais aux grandes dames de ma mère, grande dame de ma mère, qui m'a dit, mon Dieu, mais Mathieu, je t'ai pas éduqué comme ça. J'ai sorti un bouquin de cuisine en juillet, où j'ai fait avec une photographe très douée, des photos de nus avec des légumes, enfin de nus. J'avais chaque fois sur une salade devant, etc. Mais c'est pour la bonne cause, parce que je reverse 1 euro à une association, à mon association pour les animaux qui s'appelle Aimons-nous. Donc c'est toujours pour la bonne cause. Je fais pas ça pour. Je suis pas sur OnlyFans par exemple. Tu vois. Oui. Voilà. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, OnlyFans, c'est un. Oui, bah, c'est un endroit où on se dénude pour adultes. Service pour adultes payant. Voilà, pour payant, exactement. Alors on va revenir évidemment, moi je suis très content que tu sois là pour parler, tu sais que cette chaîne on parle de bien-être, on parle de santé, on parle de développement personnel. Ça te parle ça? Bien sûr que ça me parle. Tu sais, je vais te dire un truc, j'ai une maladie qui est très grave, qui s'appelle la maladie de Cadazil, qui est une maladie génétique, une dégénérescence du cerveau, enfin on ne va pas rentrer dans les détails. Elle n'est pas sympa, mon père en est mort il y a 2 ans, elle est vraiment pas sympa. Eh bien, écoute-moi, la façon dont je vis, j'ai connaissance de cette maladie depuis 3 ans maintenant, 4 ans, et la façon dont je vis, je suis persuadé qu'elle est à l'origine du fait qu'elle n'évolue pas chez moi. Et mon neurologue, qui est un professeur en neurologie, un grand professeur, et un de ceux qui a découvert la maladie il y a 25 ans, parce que c'est une maladie découverte récemment, m'a dit, je ne comprends pas ce qui se passe chez vous. Moi, je lui dis, mais n'essayez pas de comprendre, on s'en fout. L'important, c'est que ça n'évolue pas. Alors, c'est une maladie très, très évolutive. Vous voyez, tu vois, et ben moi, elle n'évolue pas. Alors, je pense que... Tu penses que c'est ta positivité, ton optimisme j'en suis sûr. qui enraye la maladie? J'en suis sûr. Tu sais, ma mère, elle a une leucémie depuis plus de 20 ans. Aucun traitement, rien du tout. Elle est comme moi, elle a une force de positivité. Elle parle jamais de sa maladie. Je vais même un jour, elle se faisait opérer. Bon, elle était donc dans une salle pour remplir le questionnaire pour l'anesthésie. Et puis, êtes-vous porteur d'une maladie chronique? Elle met non. Mais j'ai fait, enfin, maman, t'as une leucémie. Oh putain, j'avais oublié. Non, tu vois, voilà. Et ça, c'est de famille, du coup? Alors, c'est elle et moi. Tu as été éduqué comme ça? Elle et moi. On est comme ça. Mon père, non, il n'était pas comme ça. Il a été assez touché par la maladie, psychologiquement. Et ma grand-mère était battante comme ça. Ma mère et moi, on est des battants comme ça. Souvent, dans ceux qui s'installent sur ce canapé, qui viennent se confier aussi et qui parlent, disent « tout est juste ». Tu es d'accord avec ça? Ou en tout cas, si quelque chose de grave t'arrive, c'est qu'il y a une explication et une raison valable. Tout est juste. Je sais pas. Non. Je sais pas si je suis d'accord à tout est juste. Tout est juste, c'est encore l'extérieur qui décide à ta place. Non, je pense que tu as ce que tu fais, en fait.
tu reçois ce que tu sèmes. Je suis très croyant dans le sens acteur de ta vie, acteur de ce qui se passe, quoi. Tout est juste, ça voudrait dire que quelqu'un a décidé pour toi de ce qui t'arrive dans la vie. Non, c'est toi qui décides de tout. Alors on va voir donc tes combats, parce que tu es un homme engagé. Oui. Et de conviction. Attention. Et de conviction. Ouais. Ça, c'est quand même vachement important parce qu'on sent bien. Mais c'est ça qui est formidable chez toi, Mathieu, c'est que tu fais toujours tout avec le sourire. Oui. Il n'y a pas d'agressivité. Je pense que tu dois avoir tes coups de colère, tes coups de gueule. Je pense que tu dois avoir ton caractère. Quel signe es-tu? Je suis Lion. Ascendant Capricorne. Capricorne. Bon. Hein, quand même. Le vrai. Voilà. Et tes coups de tête peuvent effectivement, et on l'a vu, t'orienter dans des choix qui n'ont strictement rien à voir et des carrières complètement différentes. Est-ce que le fait d'avoir fait cette émission de télé, L'amour est dans le pré, ça a changé radicalement tes combats? Non, alors ça n'a pas changé mes combats, ça leur a permis de prendre tout leur sens et de les rendre plus puissants. C'est-à-dire, j'ai toujours été pour la cause animale, j'ai toujours été dans des combats un peu LGBT, reconnaissance du mariage pour tous, etc. Mais j'étais tout petit dans un coin, personne ne m'entendait, si tu veux. Et j'ai juste continué ce que je faisais depuis des années, si tu veux. L'émission a mis un coup de projecteur sur tout ça et je me suis dit, si tu veux, j'ai une petite notoriété, je n'ai pas le droit de ne pas y aller. Ouais. D'en faire quelque chose, en tout cas. Voilà, il faut en faire quelque chose. L'association? Ah, Flyka. Ouais, alors ben ça c'est mon pote Florian à gauche. Alors, c'est lui qui m'a contacté et pour être parrain, je suis allé le voir cet été. C'est un gars extraordinaire. Les deux là, ils sont associés, avec Claire aussi. Ils sont extraordinaires parce qu'ils réinsèrent des chiens qu'on aurait euthanasiés. Ils sont éducateurs canins, mais plus. D'ailleurs, ils ont des formations pour les gens de la SPA. Donc, tu vois un petit peu, ils forment les... Et en fait, ils arrivent à faire de chiens agressifs, des toutous, tout gentils, qui réinsèrent dans la vie. Moi, je trouve ça génial. On dit toujours qu'il n'y a pas de mauvais chiens, il n'y a que des mauvais maîtres. Exactement. Et bon, il m'a quand même avoué que certains cas étaient compliqués. Et voilà, donc c'est un amoureux des animaux et j'adore ça. Pourquoi la cause animale te touche autant? Parce qu'ils n'ont rien demandé à personne. Parce que l'être humain s'est octroyé la terre alors qu'elle n'est pas plus à l'homme qu'aux animaux. Je ne vois pas pourquoi on s'est octroyé la terre comme on le fait. Et ils ont autant de droit de vivre que nous et ils pensent comme nous. Alors c'est sûr, ils ne font pas des mathématiques, ils ne font pas de la physique, ils ne font pas, etc. Mais ils ressentent les mêmes choses que nous. Hein. Tu sais, même moi, les insectes, j'ai de plus en plus de mal à les tuer. L'autre jour, je passe avec mon pick-up. Avant d'arriver chez moi, j'avais une fourmilière qui traversait la route. J'ai mis un quart d'heure. Ben, si, j'ai été obligé, à un moment donné. Et j'en ai écrasé, donc. J'en ai été malade. Tu es végétarien? Non. Paradoxe? Non, l'être humain a toujours été comme ça. Par contre, effectivement, je n'achète ma viande que là où je sais qu'elle est bien traitée, que là où je sais. Alors, je paye certes plus cher. J'en mange moins, enfin tout ça. C'est pas un paradoxe, c'est la terre qui est faite comme ça. On a toujours été carnivore, on a toujours été, etc. Mais il y a une façon d'être. Tu auras une poule qui va manger un ver de terre, on lui demande pas d'être végétarienne, la poule, hein, elle mange le ver de terre. C'est comme ça, on fonctionne comme ça, mais dans le respect. La poule mangera son ver de terre parce qu'elle a faim, pas parce qu'elle voudra le tuer. Il ne fera jamais une poule tuer un ver de terre et l'abandonner. Voilà, Tu as été éleveur de taureaux. Oui. Ces taureaux finissaient où? Alors, ces taureaux alors, la plupart, on les gardait. Voilà, c'est ce qu'en Camargue, on ne tue pas les taureaux. C'est pas comme en Espagne. Il n'y a pas de mise à mort, il n'y a pas de tout ça. Et de temps en temps, quelques vaches, oui, à l'abattoir. Bon, je t'avoue que c'est pas moi qui gérais ça, parce que j'avais un peu de mal. Mais on allait à un abattoir très respectueux, qui a été racheté d'ailleurs par les éleveurs, à côté de Tarascon. Tu peux même suivre ta bête jusqu'au bout pour vérifier que tout se passe bien. Tu as un couloir, une traçabilité. Donc il devrait y avoir plus d'abattoirs comme ça, parce que les abattoirs qui sont détenus par les Bigards et autres compagnies, c'est très opaque. Alors que là, pas du tout. Donc par exemple, je te donne un exemple, tu avais rendez-vous à 9h15, 9h16, c'était terminé. Voilà. Donc, bon. Et on imagine l'amour que tu as pour ces animaux, ça devait être un déchirement. Le fait de t'en séparer, le fait de... Ah oui, toujours, mais Ces taureaux-là qui sont quand même des forces de la nature absolument incroyables.
C'est toujours, je me souviens un jour, on avait une petite qui avait une boule là, en triant. Je dis à mon associé, je dis, regarde, elle a une grosse boule, on la récupère. Et on se disait, parce qu'on avait déjà eu le cas d'autres années, que c'était une boule, comme c'est des animaux sauvages, ils s'encornent, tu sais, et ils se blessent, donc boule de pu. Et je prends, donc on la tient à plusieurs, je prends petite lame de cutter, et en fait, j'ai coupé, c'était pas du pu, c'était ses viscères. Elle avait été encornée, et ses viscères avaient poussé à l'extérieur. Ouais, et là, foutu, quoi, parce qu'une fois que c'est sorti, trop de bactéries, etc., il a fallu qu'on la tue sur place. Ouais. Ça, pour toi, c'est évidemment impossible. Je l'ai encore le souvenir. Ouais. Est-ce que c'est une des raisons qui ont fait que tu as décidé de te débarrasser complètement de ton cheptel? Non, c'est des raisons personnelles que je n'évoquerai pas là, et plus personnelles. Alors, autre action, il y a une autre association qui te tient particulièrement à cœur. Quand on voit la petite gueule de ce chien, on se dit quand même, Cathy, elle est magnifique. L'association Suzy. Suzy Handicap. Ouais. Alors, cette association, c'est un couple qui tient ça. Ils ont 30 ans, 32 ans. Ils sont extraordinaires. Ils ont plus de 280 animaux, chevaux, que des lourdement handicapés. Là, regardez, elle est paraplégique, cette chienne. Elle a les couches. Voilà. Ils ont 5 soigneurs qui, tous les jours, changent 3 ou 4 fois les couches des animaux. Et en fait, quand tu es loin de tout ça, les gens me disent, mais Mathieu, ces gens-là, ces animaux-là, il ne faut pas les laisser vivre. C'est pas... Je dis, mais de quel droit est-ce que tu vas dire à un gars qui est en fauteuil roulant, paraplégique, toi, tu es paraplégique, tu n'as pas le droit de vivre? Non, un animal qui n'a plus envie de vivre, tous les vétos te le diront, il va se mettre dans un coin, et il attend la mort. Eux, ils te voient, ils ont la queue qui te bouge comme ça, ils te font donc ils ont envie de vivre. Qu'est-ce que tu vas décider de les euthanasier? Non. Eh bien, ils se battent pour ça. Ils les gardent. Ils ont un budget incroyable. Ils ont fabriqué des trains pour j'en ai la chair de poule, avec le tracteur. Donc, tous les handicapés, ils vont promener dans le village et tout. C'est extraordinaire. Donc, j'y retourne cet hiver. On va faire des actions ensemble. Et c'est ouais, c'est beau. Il y a effectivement l'amour inconditionnel. Il est là. Regarde-moi ce regard. C'est vrai. Elle est paraplégique, cette chienne. Est-ce que tu lui dirais... Va l'euthanasier. Tu vas, toi? Non. C'est sûr. Alors, je comprends que peut-être certains ne puissent plus la garder parce que elle est trop lourdement handicapée. Eh bien, laissons-la aller dans des refuges comme ça. Ils sont où? Ils sont en Normandie, là, en Suisse normande. En tout cas, c'est des actions comme ça qui te touchent et la notoriété que tu as aujourd'hui, la visibilité, l'éclairage que tu as permet de mettre en valeur des gens comme ça. Ouais. Et puis ça donne vraiment un sens à ma vie, hein, je te le dis. Hein. Ouais. Ah ben je me lève le matin, je sais pourquoi je me lève. Hein. Quand tu vois ça, je sais pourquoi je me lève. Qu'est-ce que tu fais pour eux? Ben déjà, j'en parle beaucoup. J'essaie de mettre en lien les choses. Par exemple, il y a une autre, je m'occupe d'une autre association qui est en Martinique, c'est-à-dire en Martinique, ils ont un problème avec les chiens, ils n'aiment pas trop les chiens, etc. Donc on les chope, on les prend, on les remet en forme et on trouve des familles d'accueil en France, avec le transport, avec tout, on s'occupe de tout ça. Donc j'essaye de mettre en lien, de trouver les gens, etc. Ouais. Puis là, on va faire des actions en janvier-février avec eux, quand je monterai. Et puis on va essayer de récolter des fonds. Je vais essayer de les aider aussi à structurer. Par exemple, ils font des visites, mais ils font des visites sans faire payer. Je leur dis, mais non, mais c'est juste pas possible. Tu peux pas passer une matinée avec des élèves sans faire payer un peu l'école. Oui. Je ne te dis pas de faire payer 15 euros, mais au moins 3-4 euros par élève, 1 euro des parents, 2 euros de l'école. Les fermes pédagogiques, ça existe. Hein. Bien sûr. Il faut justement, développer les visites, mais fais-en toi quelque chose de rentable. Ils vont construire la première clinique du polyhandicap des animaux en France, la première, en autofinancement. Je lui dis, mais il faut que ça soit génératrice de bénéfices, votre clinique. Parce qu'il faut que ça puisse financer l'accueil d'autres. Ah bon, mais oui. Qu'est-ce que ce contact avec les animaux que tu as depuis tant d'années t'apporte? Je sais pas, j'ai l'impression de... déjà, automatiquement, les animaux sont très proches de moi. Je ne sais pas pourquoi, je dois dégager quelque chose qui... ça m'apporte la quiétude, je sais pas, il y a quelque chose... Avec mon cheval aussi, par exemple, ça fait 2 mois que je ne suis pas allé le voir parce que j'étais parti à droite à gauche.
Ah ouais, bah là c'était avec une petite biquette. Mon Dieu, mais quel accoutrement. Je te remercie d'avoir mis Choisis une ces photo comme photos. ça. Là, je me levais, tu vois, je suis allé directement. J'ai mis mes. Non, mais tu sais, je Là, veux dire, c'était. dans l'amour et dans le pré, il y a pire. Ouais. Hein, donc honnêtement, Non, ça non, mais va. tu vois, je m'en fous un peu Ça de mon va. image, Bien hein. sûr, bien sûr, bien sûr. Et là, c'était pendant mon tour de France, donc j'ai loué un camping-car pendant 2 mois. Je suis parti 2 mois faire le tour de la France, des campagnes, hein. Je me suis arrêté qu'en campagne, Ouais. que chez des agriculteurs, pas connus hein, d'ailleurs, parce que mes collègues de l'Amour des Lompré n'ont pas besoin d'avoir un focus sur eux. Et ils m'ont raconté leur vie. Je suis en train d'écrire un bouquin entre l'image et le texte, justement, de toutes ces petites vies que j'ai rencontrées. Ouais. Euh, Comment te prend cette idée de prendre un camping-car et d'aller à la rencontre des agriculteurs en France? J'en sais rien. C'est un jour, ben, je me suis dit, non, ben, je vais te dire. En fait, mon mari m'a quitté l'été dernier. Ouais. J'ai eu 3 mois complètement difficiles. Bon, personne n'a vu que c'était dur pour moi, hein, parce que je pleurais le soir. Je ne vais pas pleurer sur Instagram, hein, ça sert à rien. D'ailleurs, t'as plein de gens qui m'ont dit, ouais, on voit que vous n'êtes pas malheureux. J'ai dit, du con, je pleure pas devant vous. Enfin, moi, je suis pas un pleurnichard. Bref. Et tu es pudique. Et je suis extrêmement pudique pour ça. Moi, je suis là pour apporter du bonheur aux gens. Je ne suis pas là pour apporter des pleurs, hein. Je ne vais pas faire. Mais ceci dit, c'est peut-être, pardon, hein, je fais juste une parenthèse, c'est peut-être faussé ce regard qu'il y a avec ton ex-mari, c'est peut-être parce que justement vous avez gardé un lien, une communication qui se fait assez facilement. Donc aux yeux, quand on regarde ça de l'extérieur, on se dit bon bah ça a l'air d'aller. Ouais. Voilà, pardon. Ouais, mais Je referme la moi j'ai eu parenthèse. 3 mois, Oui, je te oui, dire, oui. 3-4 mois, enfin jusqu'en novembre. Donc de juillet jusqu'en novembre, où tous les soirs je pleurais, hein. Ouais, ouais. Et puis un jour je me suis réveillé, je me suis dit maintenant c'est terminé, donc mois de novembre dernier. Donc j'ai programmé, je suis parti 1 mois au ski en janvier, 2 mois en Thaïlande, 3 semaines en Espagne, 3 semaines en Colombie, et 2 mois, et j'ai programmé tout ça en une nuit. Et un petit coup de fil à ton banquier au passage en lui disant. Bah alors, j'avais touché des droits d'auteur de notre livre avec C'est Alex, ça, Alex, et je les ai tous dépensés ouais, c'est ça, ouais, c'est en ça, une nuit. évidemment, évidemment. Oui, alors donc effectivement, non, mais on a bien compris. Et c'est ça dans le fameux osons, j'ose. Voilà, l'idée d'un matin de te dire, allez, je pars et je vais à la rencontre. Et je fais à chaque fois, tu vois, je fais à chaque fois mes voyages, mais chaque fois ils servent à quelque chose. Je n'y vais pas pour bronzer, pour machin. Je fais, tu vois, mon Tour de France, il fallait que je trouve un fil rouge derrière. Donc je voulais mettre en avant des agriculteurs. Et tu as été suivi par des caméras? Non, 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 non. Mais tu y vas comme ça alors? J'y vais comme ça. Et tu fais un reportage photo? Voilà, tu fais, que je mets sur mes réseaux c'est ça. Et c'est tout. et c'est tout. Donc il n'y a pas du tout un but lucratif, Non. tu gagnes pas d'argent en faisant ça. Non, j'en perds. Et donc tu vas juste aller voir les gens, Voilà. les agriculteurs chez eux. Voilà. Et on connaît le mal-être des agriculteurs et Ouais, les ouais, difficultés ouais. des Et agriculteurs. alors, il y a le mal-être, mais il y a aussi du bien-être. Parce Bien qu'il y en sûr. a qui s'en sortent bien, parce qu'ils ont fait des bons choix, parce qu'ils sont allés dans les bonnes régions, dans les bons. J'en parlais justement hier avec Karine. On peut bien gagner sa vie en étant dans l'agriculture. Alors ça c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on a vraiment une image. Alors- Nous qui ne sommes pas dans ce milieu-là, on a vraiment une image presque de désespoir parfois Alors, chez certains il y a agriculteurs. il y a plusieurs choses dans le monde de l'agriculture qui est compliqué. Il y a la géographie. Beaucoup d'agriculteurs, et désolé si j'en vexe quelques-uns, hein, mais ne veulent pas déménager. Alors, tu vas me dire, déménager des terres, c'est extraordinairement difficile, et je le conçois. Mais il y a des zones dans lesquelles tu gagnes de l'argent. Quand tu es dans le Beaufortin, quand tu es proche de coopératives comme le paysan breton, quand tu es dans le Saint-Marcelin, AOP Saint-Marcelin, tu vois, dans des endroits comme ça, le lait se vend 85 centimes à 1 euro le litre au lieu des 50 centimes. Donc déjà, il y a la géographie. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 200 vaches, 30 te suffisent. Après, il y a les métiers. Les métiers, tu as des métiers qui rapportent plus que d'autres. Bref, d'ailleurs, la nouvelle génération, moi je connais à l'Amour et dans le Pré Guillaume, qui a des limousines, qui était l'année dernière, et qui a aussi... Des vaches, hein, Ouais. pas les voitures. Et qui élève aussi des poulets label rouge. Il en a à chaque fois 17 000. Bah, Ça va bien. Bah, ça va bien. Il bosse énorme. Par contre, Évidemment. il n'y a pas bien un sûr. agriculteur qui bosse pas. Hein, attention. Ouais, Hein. ouais. Ça travaille. 35 heures, ils ne savent pas ce que c'est. Hein. D'accord. Mm. Mais il se donne les moyens et ça y va, quoi. Hein. Ça y va. Dans ton périple, ce Tour de France, tu as rencontré des agriculteurs qui étaient dans une situation compliquée? Ouais. Ouais, j'ai rencontré des gens qui étaient dans des situations compliquées, pour à peu près les raisons que je viens d'évoquer. Ouais. Puis après, c'est un engrenage. Hein, c'est un engrenage.
les banques qui ne suivent pas, enfin tout ça. Mais j'ai rencontré beaucoup de choses avec beaucoup d'espoir. Des agriculteurs aussi qui font pas que ça. Qui apportent, tu vois, tu parlais tout à l'heure de bien-être et de... J'ai Développement rencontré des personnel. éleveurs de chèvres bio qui font leur fromage, etc., qui accueillent des enfants socialement défavorisés. Elle est encore coach. Tu vois, il y a une spiritualité. Elle parle à son fromage. Et je dis, Ils mais sont habités. qu'est-ce que tu fais? Mais je parle à mon fromage, ce sont des êtres vivants. Donc tu vois, elle a une spiritualité de vie, etc. Alors son mari était responsable dans un gros casino en Normandie. Enfin, ils avaient une vie de business. Ils ont tout lâché il y a 10-15 ans pour faire ça. Et ils sont méga heureux, quoi. Ouais. Ils sont riches de leur... C'est peut-être de là, leur médiatiquement parlant, je trouve qu'on ne montre pas suffisamment ce bonheur qu'il peut y avoir aussi au travers de l'agriculture et des ouais. agriculteurs. Alors Peut-être que l'amour est dans le pré le permet. ouais, je trouve que l'amour est dans le pré le montre quand même une belle image. On a toujours ces images un peu des mouches avec le lait, tout ça, mais ça c'est normal, ça fait partie. Il n'y a pas une Bon, ferme où il n'y a après, pas de mouches. il y a deux, trois tristesses d'intérieur où on se dit quand même, les gars, vous pourriez faire un effort. Oui, 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 oui. Oui, oui. On est Mais d'accord. Macarine, elle est là pour ça. Mais oui, évidemment. Évidemment. Elle est là pour ça. Elle leur dit, Oh. elle est belle cette photo. Hein. Mm. Je lui ai envoyé il n'y a pas longtemps, elle m'a répondu, j'aime tellement cette photo, c'est tout nous. Je lui ai envoyé il y a 4-5 jours cette photo. Ça te touche, hein? Oui, parce que ça a été ma témoin de mon mariage. Et comme elle m'a dit, je l'ai fait. Je pense qu'elle l'a fait aussi parce que c'était le premier mariage gay aussi, et dans l'émission, Mm. et à la télé, et en Camargue. Donc il y avait beaucoup de choses. Oui, là, on sortait de petit déjeuner, enfin d'un breakfast. Et c'est la première fois, elle me dit, c'est la première fois que j'amène quelqu'un à l'hôtel de l'émission, mais ça sera la dernière fois aussi, tu vois. Donc c'est quelque chose que... Ton rapport avec Karine? Bah, j'étais avec elle hier soir, Mm. tous les deux, sur son coin de table chez elle. On a un rapport très... Tout de suite, on a eu un rapport très, très, très fusionnel, on se raconte beaucoup de choses. J'ai le sentiment que c'est sans doute la seule émission en France depuis la création de la télé qui a autant de complicité entre ceux qui participent et Oui. ceux qui présentent. Ah oui. Ah oui, il y a une sorte de famille. Alors, il n'y a pas Clairement. que moi qu'elle aime, bien sûr. Bien Elle en sûr, aime bien beaucoup, sûr. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais nous, on est proches parce je pense que je suis homo et qu'on n'a pas de gêne l'un envers l'autre. Tu vois, moi, je pourrais très bien être en slip, me doucher à côté d'elle. Rien ne me gênerait. Je suis sûr que l'inverse, ça serait pareil. Donc, il y a cette proximité non sexuelle qui est très importante. Et oui, cette émission on est très proches tous. Ouais. Elle est très proche de beaucoup d'agriculteurs. En tout cas, moi, je suis très content que tu sois là parce que je disais que tu étais un homme de combat et qu'il y a des combats et sans doute peut-être le combat de ta vie, ce serait peut-être celui-là. Alors là, c'est une photo de ma super amie Sonia Rousselot, qui est une photographe avant d'être une amie, c'est une photographe incroyable. Et elle a fait ce montage, et je trouve que c'est un des plus beaux montages que j'ai eu. Alors au premier plan, évidemment, c'est toi, mais Ouais. l'arrière-plan, c'est une main d'un D'un papa papa avec un enfant. avec un enfant. Et Ouais. c'est ce désir d'enfant que tu as. Ouais. Alors, figure-toi que quand j'ai appris que j'avais ma maladie, je me suis dit, bon, bah, je laisse tomber. J'ai toujours eu envie d'être papa, hein, et je laisse tomber, c'est pas grave. Et puis en rencontrant Alex, on s'est mariés, c'est lui qui m'a redonné la pêche pour avoir un enfant. C'est lui qui a insisté, c'est lui qui nous a remis sur les rails. Et toi, je pensais que c'était l'inverse. dis. Non, c'est vraiment lui, pour ça je lui en serai toujours reconnaissant. Mais je regrette absolument pas les 3 ans qu'on a passés ensemble, hein. Ça a été une histoire merveilleuse. Et d'ailleurs, on a divorcé très heureux. Voilà. Mariage heureux, divorce heureux, c'est extraordinaire. Hein. Oui, et qui est assez d'ailleurs, c'est une notion, pour un jour en reparler, mais c'est une notion qui me dépasse complètement. Ce sont les gens qui se séparent en se disant je t'aime. Ouais. Ah oui. C'est une notion qui m'échappe. Ouais. Bah, une fois que la douleur est passée, après c'est peut-être aussi parce que je pardonne. Oui. Hein, voilà. Parce que aussi il faut prendre de la hauteur sur la vie. Et oui, c'est ça. Voilà. Oui, c'est ça. Il faut que les deux personnes qui se disent je t'aime en divorçant soient aussi de belles personnes. Il y a une belle phrase que tu viens de dire, il faut prendre de la hauteur sur la vie. Est-ce que ta maladie t'impose de prendre cette hauteur? Mais t'as pas le choix. Mais moi aujourd'hui, plus rien n'a d'importance. Enfin, je veux dire, je n'ai pas le temps de râler.
je n'ai pas le temps de mourir, je n'ai pas le temps de vivre mal. Et pourtant, tu as le temps du désir d'enfant qui... Oui. Et donc, pour revenir à parce qu'on digresse, mais c'est très agréable de digresser aussi, ça prouve que c'était très intéressant. Donc, il m'a remis là-dessus, puis on s'est remis tous les deux à rechercher les moyens. On avait trouvé l'Ukraine, puis bon, évidemment, on avait bien avancé. La guerre est arrivée, donc tout s'est cassé la gueule. Et puis un jour, 2 mois après, j'animais un webinaire pour Air France sur la transidentité et la parentalité, l'homoparentalité. Et j'ai rencontré un futur papa qui avait le filon, une espèce de filon sur la Colombie. Et je suis tombé face à un truc de... J'ai jamais vu plus éthique que ça. Les porteuses de vie, oui, parce que je ne dis pas mère porteuse, moi, Oui, je dis les porteuses de vie. Une mère, c'est la personne qui élève l'enfant. La porteuse de vie, elle porte la vie. Voilà. Et d'ailleurs, elles aiment ce nom là-bas. Et elles sont protégées, organisées, soutenues par une fondation, elle-même gérée par des anciennes porteuses de vie. On parle de GPA qui est interdit en France. Oui, 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 oui. Et j'ai trouvé, et c'est extraordinaire ce qui se passe là-bas en Colombie, en Amérique du Sud. On est très loin, et ils sont hyper croyants. Moi, ma porteuse de vie, elle ne peut pas faire une phrase sans parler de Dieu. Et pourtant, tellement heureuse de faire ça. Et ce n'est pas les 1 000 € que tu leur donnes par mois pour remplacer leur salaire qui font qu'elles prendraient le risque. Enfin, je veux dire, l'équivalent en France, les femmes ne le feraient pas forcément. Donc, de dire qu'on achète l'enfant, c'est trop facile. Le débat est vif en France. Le débat est vif. Déjà, virulent. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que une GPA en Colombie coûte 65 000 €. Bon. Est-ce que tu connais le coût d'un enfant né par FIV en France? Non. Entre les congés paternité, maternité, le coût de la FIV, les accouchements, etc., on est à plus de 40 000 €. Sauf que tout le monde pense que c'est gratos. Tu crois que les maternités le font gratos? Non, elles facturent 40 000 €, plus de 40 000 € à la Sécu. Quand ça se passe bien. Après, quand ça se passe mal, c'est 3 500 € par jour. En plus. Donc ça peut monter à 80 000 €. Et il y a 8% des enfants en France qui naissent prématurément. Donc le débat sur l'achat, quand tu sais ça, en fait, chaque parent achète son enfant, qui est financé par mon impôt. Sauf que moi, la Sécu, elle ne me paye pas les frais de maternité en Colombie. Voilà. Donc arrêtons de dire que j'achète un enfant, je paye juste ce que la France ne peut pas me payer, encore. Et sur cette histoire de GPA, d'autres personnalités homosexuels ont d'ailleurs fait les démarches. Je pense à Christophe Beaugrand, je pense également à Jarry, l'humoriste, etc., etc. Comment est-ce que quel argument, d'abord, est-ce que tu as envie d'argumenter face à quelqu'un qui s'oppose à ça et qui trouve ça une absurdité ou qui trouve ça avec ce fameux manque d'éthique dont on parle régulièrement? Alors, moi, j'essaie de déconstruire tout ce que... J'ai pas peur du débat. Hein. J'ai fait un débat sur le média Le Crayon avec la présidente internationale qui est une femme très gentille d'ailleurs. Le débat s'est très très bien passé. Mais tu pourrais choisir de dire, écoutez, c'est ma vie. Ah ben non, je peux pas. J'ai pas à argumenter, c'est comme ça. Je peux pas parce que si tu veux, il y a des gens qui sont indécis. Et mon devoir, c'est de les aider à choisir. Je ne veux pas dire avec un couteau sous la gorge, accepte la GPA. J'entends quand on est contre. Ce que j'observe, c'est qu'il y a 10 ans, 50% étaient contre, 50% pour, qu'aujourd'hui on est à 74% pour. Donc c'est bien en parlant, en ouvrant le débat, en discutant, en déconstruisant ce qu'on pense. Les gens qui ne connaissent pas le sujet. Bon, en France, on a une particularité, c'est de parler des sujets qu'on ne maîtrise pas. Ça, c'est quand même très agaçant. Voilà, ils sont capables de sortir les détracteurs des choses qui sont idiotes, parce que pas vrai. Tu vois, moi, j'y suis en plein dedans. Donc et mon rôle, c'est de déconstruire tout ça. Quand on me dit, tu achètes un enfant, je dis, vous le faites aussi. Sauf que c'est pas vous qui payez, mais c'est la société. Bon. Quand on te dit, oui, mais vous payez la porteuse de vie, alors on la dédommage. Il n'y a pas de chômage, il n'y a pas Pôle emploi en Colombie. Donc effectivement, elle reçoit 1 000 ou 1 500 € par mois. Voilà. Mais quand tu connais la porteuse de vie en Colombie, tu vois bien le bonheur qu'elle a de te faire un enfant. Et quand je lui fais lire, cette porteuse de vie, les messages que je reçois, tu sais ce qu'elle me dit? Elle me dit, qu'est-ce qu'ils ont encore, ces colons européens, à nous dicter ce qu'on a à faire? Donc j'ai honte, moi. Parce qu'ils disent, on est des femmes responsables, on fait ce qu'on a envie. Alors, certains disent que c'est aussi, je me fais l'avocat du diable, Mathieu, c'est une
une exploitation de la misère humaine. C'est souvent fait Alors, tu sais, dans des moi, ma familles porteuse qui ont de des vie, grosses difficultés alors ça, c'était financières et donc beaucoup, c'est c'était l'argument c'était un peu bateau. beaucoup dans les années 80-90, aux États-Unis, etc. Moi, elle est instite. Tout va très bien. Elle a une jolie maison, elle a 2 gosses, tout va très bien. Elle fait ça, je pense qu'elle aime beaucoup être enceinte. Mais c'est son choix, c'est son corps. C'est qui on est, Madame Untel est pour dire, toi, je t'interdis de faire un enfant. Et qui? Moi, je trouve que c'est comme en France, quand on a envie du suicide assisté, c'est l'État qui t'interdit de... Qui Ça est aussi, l'État c'est un débat. pour décider de ce que moi j'ai envie de faire de mon corps? Mm. Il m'appartient, il appartient à personne d'autre. Et tu en parles avec conviction et rage même. Hein. Ah oui, parce que ça, en fait, ça m'énerve de s'occuper. On a une particularité, mais vraiment en France, parce que je voyage beaucoup et j'observe que les mentalités ne sont pas les mêmes partout, mais on a cette colère en France, cette énergie qu'on dépense à tondre le terrain de l'autre, plutôt que de se consacrer à sa propre réussite. Donc on essaye toujours de détruire la réussite de l'autre, alors qu'on ferait mieux de se concentrer à sa propre réussite. Ou le désir de l'autre. Voilà. C'est fou ça. Bon. Où en es-tu? Alors, Alors, comme j'ai une maladie génétique grave avec un gène dominant, il a fallu faire des recherches sur le génome, etc. etc. Oui. Donc, on a pu sélectionner des embryons non porteurs. Donc, mon enfant sera non porteur. Et j'en suis très content. Donc, ça a pris du temps. Ma porteuse de vie, on a attendu qu'elle ait un endomètre correct pour mettre toutes les chances de notre côté. Et elle m'a annoncé la semaine dernière, c'est elle qui me l'a annoncé. Ah, elle a même fait un test de grossesse toute seule parce qu'elle sentait quelque chose. Elle est allée dans une pharmacie acheter un truc à pipi qu'elle m'a envoyé en hurlant. D'ailleurs, j'ai rien compris parce qu'elle parlait un espagnol colombien trop rapide. Donc j'ai imaginé qu'elle était heureuse, mais elle était bonheur. Je ne sais pas si elle n'était pas plus heureuse que moi. Est-ce que c'est la première fois qu'elle le fait? Ouais. Son mari est très content aussi. Enfin bon, bref. Et tu n'as pas peur de... J'essaie de me mettre à ta place, de me mettre à leur place. Tu n'as pas peur de l'attachement? Elle n'a pas peur de l'attachement? Alors déjà, c'est pas leur enfant biologique. Donc il y a déjà une biologie qui ne se fait pas et elles sont préparées à ça. On ne leur dit pas vous allez avoir un enfant. C'est elles qui font la démarche de venir. Je suis prêt à aider un couple stérile à avoir un enfant. Elles font vraiment un don de soi. Les détracteurs ne voient que l'aspect financier des choses parce que elles ne voient pas ça comme ça. Elles se disent je vais aider un couple stérile, donc un couple ou des gens ou des hommes ou des hétéros aussi, parce qu'il y a des hétéros qui y vont, à avoir ce qu'il y a de plus beau dans le monde. Parce que bien souvent, nos détracteurs sont ceux qui ont déjà 3 gosses. Ils ne sont pas dans le truc j'ai pas eu de gosse, j'ai pas eu de machin, j'ai pas eu de... Tu vois, cette envie profonde d'être parent, enfin moi je sais, je l'ai tellement, je ne peux pas concevoir de ne pas avoir d'enfant. Oui, tu le dis d'ailleurs. Hein. C'est viscéral. Hein. Ah mais c'est viscéral. Et je sais que j'ai quelque chose à apporter d'énorme à un enfant. J'attends l'arrivée de ce bébé, les photos et tout, ça va être absolument quelque chose de Et donc là, elle est enceinte depuis 3 semaines. 3 semaines. Dans une semaine, on a la première écho. Qu'est-ce que tu aimerais, garçon, fille? Eh ben, je sais ce que c'est, mais je ne peux pas l'annoncer là. Ah, d'accord. Parce que j'ai peur que ça me porte malheur. Bon. Je sais ce que c'est parce qu'on a fait justement les... Oui, ouais. C'est ça. Juste un petit mot, et pour refermer cette parenthèse des détracteurs, j'ai vu, notamment sur l'interview que tu as donnée chez nos confrères du Le Crayon, dans les commentaires, il était souvent dit, mais l'adoption. Ah, pourquoi ne pas avoir recours à l'adoption? Alors, plus qu'à la GPA? Plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai envie, et peut-être égoïstement, enfin ça ne s'explique pas, c'est mon choix, j'ai envie d'apporter ma génétique. C'est pas une question d'ego, c'est pas une question de comme ça. Je pense que 99,9% des gens, c'est comme ça. Donc je suis dans ces 99,9%. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxièmement, j'ai 48 ans. 48 ans, une maladie génétique, je pense qu'en France, je passe pas. 48 ans, célibataire, gay, génétique, c'est terminé. Donc en fait, la question, elle ne se pose même pas, puisqu'on m'interdirait d'être... voilà. Et il y a quelque chose à faire dans les adoptions en France. Hein, quand tu sais que, par exemple, si une maman écrit une petite carte postale à son fils une fois par an, l'enfant n'est pas adoptable. Donc tu vois, il y a des... Voilà. Donc, et en plus, il y a 50% des enfants qui ne sont pas adoptables. Donc voilà. Et puis, j'ai pas envie d'avoir un enfant qui arrive à la maison à 12 ans. Je suis désolé.
Et Ça se respecte. je pense que 99% des gens, c'est pareil. Et oui, oui, ça se respecte. Et, effectivement, refermons la parenthèse sur ce débat-là. Donc ça veut dire que là, 3 semaines, elle est enceinte de 3 semaines, Mi-juin. 9 mois, c'est pour le mois de... Ouais. Le calcul est déjà fait. Mi-juin, parce que Mi-juin. comme elle habite à Bogota, elle est à 2700 mètres d'altitude, elle va normalement accoucher 15 jours, 3 semaines plus tôt. Non, elle ne devrait pas avoir de problème de globules rouges et de globules Absolument blancs. pas. Tout va très bien à ce niveau-là. Ah, absolument pas. Moi, j'ai passé une semaine la semaine dernière, j'ai fait que souffler. Hein. C'est vrai? Ah bah, Non, c'est beau, c'est beau. En tout cas, je te souhaite tout le bonheur du monde. Quel papa tu penses être? je vais être un papa un peu particulier parce que je ne me vois pas mettre mon enfant dans le circuit scolaire. Ça aussi, ça va t'attirer encore des foudres de guerre, ça. Hein. Oui, mais c'est pas grave. Je vais justement montrer à plein de gens qu'il y a d'autres façons d'éduquer leur enfant que d'être dans les cases comme tout le monde. Écoute, moi je vois tous ces gosses qui se font harceler, tous ces gosses qui se suicident, tous ces gosses qui ont des échecs scolaires. En fait, j'ai plus envie de cette école, quoi. J'ai envie d'apporter autre chose à mon gosse. Il y a le CNED aujourd'hui qui dépend du ministère de l'Éducation, qui te permet une école à la maison très poussée. Ils sont très sévères et vraiment, voilà. Et c'est une très très belle réussite ce CNED. Donc ça sera école à la maison, voilà. Et puis à l'adolescence, le petit, il ira à l'école parce qu'il aura besoin de voir ses enfants, d'avoir des copains. Et puis on part là. Mais pendant 10 ans, il va avoir des choses. On va voyager, on va à l'école de la vie, voilà. Alors sur cette école de la vie, pardon, là aussi, je suis obligé, Mathieu, de te pousser un peu dans tes retranchements. Ta maladie, c'est une maladie importante que tu ne pourras peut-être pas maîtriser. Ouais. Quid de ce petit? Alors, quid de ce... Bon, tout est organisé. À la différence de parents qui se font écraser dans un accident de voiture et qui de l'enfant se retrouve sans rien, moi, tout est organisé. Voilà. Donc, l'enfant, financièrement, manquera de rien. Voilà. Mais au-delà de l'aspect purement matériel, organisationnel, certains vont te dire, pardon, encore une fois, est-ce bien raisonnable? Alors, je leur répondrai. Il y a un jour une dame qui était concernée, qui a perdu sa maman à 20 ans, qui avait 40 ans, avec deux gosses. Elle me dit, oui, tu vois, moi j'ai perdu ma maman, j'étais malheureuse. Je lui ai juste posé la question, je lui ai dit, est-ce que tu regrettes de vivre? Elle m'a dit, ben non. J'ai dit, mon enfant, ça sera pareil. Il aura certes... En fait, moi, je ne fais pas quelqu'un qui va perdre son papa, je donne la vie à quelqu'un. Et je mets au défi d'adultes qui ont perdu leurs parents à 20 ans de me dire aujourd'hui, je regrette de vivre. Parce que chaque adulte qui a perdu son père à 20 ans, est certes malheureux, a eu un coup dur, mais ils sont tous heureux de vivre parce qu'ils ont leur propre famille, parce qu'ils ont Alors oui, il y a des manques, oui, il y a des choses, mais ils sont tous heureux de vivre. Donc c'est comme ça que je vois la vie. Parce que parallèlement, c'est souvent les mêmes questions qui sont posées, notamment à des gens qui ont des enfants très tard. Tu vois, je pense à des hommes qui ont 60 ans, qui ont même 70 ans et plus, et qui ont des enfants. Et là, on se pose aussi cette question. Alors tu sais, le directeur de la clinique qui fait ça depuis... Il me dit, vous les homos, vous êtes les plus beaux parents qui soient, parce que vous les faites en moyenne entre 35 et 40 ans. Vous êtes prêts économiquement, socialement, psychologiquement. Donc les enfants arrivent dans des lieux très structurés, très... voilà quoi. Tu as déjà choisi les prénoms? Oui. Donc si c'est un garçon, c'est Ezio. Okay. Si c'est une fille, c'est Pia. Qui veut dire? Alors, ce sont des vieux noms italiens, je ne sais pas trop. Et tu as trouvé ça où? Eh bien, j'ai cherché, comme je suis d'origine italienne, j'ai cherché vieux noms italiens sur Google. Et voilà. Tu es tombé là-dessus? Ouais, ouais. Bon. Je crois qu'Ezio, ça veut dire aigle. Et Pia, je sais pas. Bon, donc fin juin, ouais. Ce sera une foutue annonce. Ah oui, ça va être extraordinaire. Mais j'ai plein de follow cops sur Instagram qui attendent. Ouais, ça va être... Et puis ça va évidemment transformer complètement ta vie. Complètement. À tous les points de vue. À tous les points et tu te sens changer les couches, le bib, le machin, tout mais ça, action? Complètement. Bon, j'ai eu des nièces avant. Je suis très proche, notamment la première, que j'ai souvent gardée, très souvent gardée. Donc ça, c'est pas du tout un problème pour moi. Tu as envie de refaire ta vie? Je sais pas. Je sais pas. Je suis tellement heureux tout seul. Ah, et la solitude ne te pèse pas? Absolument pas. D'accord. Absolument pas. Absolument pas. C'est la première fois de ma vie. En fait, si tu veux, le fait d'avoir voyagé seul, je te dis que j'ai rencontré une personne super, c'est moi. Et je me suis retrouvé moi-même. Et il faudra, si je rencontre quelqu'un, d'abord, il faudra beaucoup d'amour.
Et il faudra vraiment que ça colle à ma vie, quoi. Je ne ferai plus de sacrifices pour quelqu'un. Parce que les seuls sacrifices que je ferai maintenant, ça sera pour mon enfant. Voilà. Et il faudra que ça cadre. Il faudra que ça soit vraiment la cerise sur le gâteau. Le gâteau, je l'ai. Donc mon futur compagnon, ça sera la cerise sur le gâteau. C'est le meilleur, la cerise sur le gâteau. Hein, C'est sûr, hein. c'est sûr. Mais c'est pas l'essentiel. Je pense que tu ne dois pas avoir de problème à être courtisé. Non, ça va. Hein, je pense que Ça va. voilà, il doit y avoir. Ça va, mais j'ai du mal à ressentir des oui. choses. Hein. C'est terrible. Hein. Évidemment. C'est peut-être les tatouages qui posent un problème. Je ne sais pas. Dans tes désirs, tu parles aussi du théâtre. Guillaume. Guillaume, alors comment va-t-il d'abord, Guillaume? Parce que j'ai cru comprendre qu'il il était agressé. Alors, il a été agressé il y a 2 ans, ouais, pour homophobie. Ouais, c'est ça. Et ben, il y a plus de 2 ans, je ne sais plus quand c'est ce que c'était. Guillaume Mélanie. Ouais, qui est un grand dramaturge. Et tu veux faire du théâtre? Eh ben, je crois que je mange avec lui ce soir. Alors, écoute, un jour, je lui ai proposé, parce qu'on se connaissait, j'adore ce mec. On se connaissait par rapport à nos... Parce que moi, je suis ambassadeur de Stop Homophobie. Lui, il a co-créé Urgence Homophobie. Et on se connaissait à travers tout ça, quoi. Et puis un jour, je lui dis, j'avais rêvé, suite à la rencontre d'une actrice, j'avais passé une journée avec Julie Arnold, tu sais, Oui. l'actrice de Marc et Sophie, Ouais. avec qui je me suis super bien entendu, et j'ai rêvé qu'elle était ma porteuse de vie. Donc je lui dis à Julie, je l'appelle, je lui dis, ah mais dis, non, quand même, je ne pourrais pas, je suis trop âgé, etc. Et puis j'avais rêvé qu'elle était qu'on jouait au théâtre, tu vois. Ça me donne une idée, j'étais en voiture avec ma soeur, elle me dit, allez, tente. Donc je lui envoie un vocal à Guillaume, je dis, ça te dirait qu'on écrive une pièce de théâtre sur la GPA? Il me dit oui tout de suite. Et donc alors on a commencé à travailler ensemble. Donc ça sera une comédie de boulevard. Donc je serai marié à un garçon avec nos 2 mères respectives. Une un peu wawash, un peu comme ma mère, tu vois, du style qu'est-ce que tu vas t'emmerder avec un gosse alors que moi ça fait 45 ans que je m'emmerde avec le mien, tu vois. Voilà, ça c'est ma mère. Et une très serrée, très anti-GPA, très voilà. Un peu vieille France. Un peu vieille France, ouais, etc. Et puis mon mari avec un décalage d'âge, tu vois. Tu as commencé à travailler? Oui, oui. Ah oui, 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 oui. Là, on a fait tout le squelette de la pièce. Et puis j'ai loué une maison en janvier et février à côté de Paris pour qu'on la termine. Donc on devrait la terminer. Le 10 mars, elle devrait être terminée normalement. Donc 2024 sur les planches. Il faut la mettre. Après, c'est lui, il faut qu'il la mette en scène. Ouais, hein. il faut mettre en scène et puis les répétitions. Et ouais, et puis surtout qu'il m'a demandé de jouer dedans. Donc je vais jouer dedans. Bah oui, c'est ce que j'allais te dire. Tu vas te retrouver Mais effectivement. c'est une horreur. Mais c'est incroyable, c'est Ah non, mais extraordinaire. ça t'a horrible. Non, mais tu te rends compte. Non, mais attends, le moi, cheminement, il est extraordinaire. j'ai pas dormi pendant 15 jours. J'ai rêvé que j'arrivais nu sur la pièce sur les planches. J'ai rêvé que j'arrivais pas à sortir un mot, donc je faisais la langue des signes. Tu vois. Tu as peur de ça? Je suis Tu as peur, c'est terrifié. vrai? Ah oui. Terrifié. Alors, je suis pas- c'est absolument pas- pas terrifié d'être devant des gens, parce que ça, j'ai eu plus ou moins l'habitude. J'ai peur du trou noir, du Ouais, trou, c'est ça. de pas sortir mon texte. Il m'a dit, mais tu sais, tu vas la coécrire avec moi, donc tu vas déjà te souvenir. Je dis, mais je crois que c'est pas, je pourrais le connaître par cœur. Mais je pense que tous les comédiens de théâtre ont cette appréhension. Je suis pétrifié. Mais tu vas le faire. Ah bah, c'est trop engagé là. Et puis lui, il veut que je le fasse parce qu'il me dit, marketingment parlant, si c'est pas toi qui est Ah oui, bien sûr. ce truc. Alors, moi, à un moment donné, je me disais, bon, ce qui va me sauver, c'est qu'on va pas trouver de producteur. Bah, tu penses? Manque de peau, on les a. Bah oui, tu penses, évidemment. Pas de chance. Et alors, je reviens à ça parce que je me dis 2024, l'arrivée de ton bébé, les projets au théâtre, Ouais. tous les engagements que tu as sur les conditions animales, les associations, etc. Ta vie de nomade parce qu'on a bien compris que tu avais bien être dans ton camping-car. Ça Ouais. va aller en termes de gestion? Bah écoute, on va faire ça. Je pense que tous mes cachets au théâtre vont passer dans une nounou pendant que je ferai le théâtre, donc je m'en fous. Non, ça va être Tu top. y Et as puis en pensé, plus, tu tu as sais, pensé à tout ça? ouais. Ouais. Puis en plus, tu sais, c'est une pièce de théâtre sur la GPA. Ça sera la première fois. Donc on va probablement qu'on aura des gens qui manifesteront devant le théâtre, mais je m'en fous. On va aborder le sujet à des personnes qui n'ont pas l'habitude de l'aborder. La population du théâtre, donc c'est très bien. Est-ce que tu te rends compte, est-ce que tu te poses un peu et que tu regardes, tu sais, souvent on dit regarde un peu ton parcours, regarde d'où tu viens, regarde ce que tu as fait, regarde où tu en es aujourd'hui. Tu te poses un peu pour penser à ça? Oh non. Tu te dis pas, mais ou même ta maman,
qui est dans son petit village et qui se dit mais qu'est-ce que tu fais mon fils? Bah non, Qu'est-ce que tu vas encore m'inventer, me raconter nous... Non? non. Elle me dit rien, elle m'en parle même pas. Puis non. Quelqu'un se dirait ça si c'était vraiment la méga star, ce qui n'est pas du tout mon cas du tout. J'en suis Mais, hyper non, mais en loin. faisant du théâtre, en faisant des choses comme ça, tu sais que tu vas encore un peu plus accentuer les projecteurs. Clairement. Je fais ça plutôt pour un. Alors, je fais ça Pour pour la me cause. Ah oui, c'est un acte militant, hein. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à Guillaume la semaine dernière. Je lui ai dit, tu te rends compte que c'est un acte politique qu'on fait plus que du Artistique. artistique, hein. Là, on va vraiment aller loin dans le. Ça veut dire que tu montes sur scène plus pour la cause Ah oui. que pour le plaisir d'être Ah sur oui. scène. Ah oui. Je vais y trouver du plaisir à terme, j'en suis sûr, parce que là, je n'arrive pas à voir le plaisir que je vais trouver à part avoir envie de me chier dessus. J'ai très très peur, vraiment très très peur. Tu vois, rien d'en parler, je suis paniqué. Il y en a plein d'autres. Ah ben, hein, tu sais, on dit toujours en coaching, le bonheur se trouve hors de ta zone de confort. Ah là, mais je vais être méga heureux, hein, parce que là, je suis lunairement hors de ma zone de confort, hein. Non, mais je fais je n'ai pour la cause. absolument aucun doute. Eh bien, lui non plus. Guillaume n'a pas Mais de. c'est sûr et certain. Je vais te dire pourquoi. D'abord parce que je pense que tu as ce talent-là et il est inné chez toi. Ah. Je pense ensuite que tu as ce capital sympathie auprès des gens qui est absolument incontestable et que tu as pu tester auprès de ton Tour de France et de tout ce que tu fais. Et en plus, la cause, évidemment, même si elle va susciter beaucoup de réactions, de polémiques et de virulence même parfois, va encore plus te conforter parce que tu aimes le combat. Ah oui, je suis un combattant. Oui, ça se voit. Hein. Je suis un combattant. Je déteste l'injustice, je suis un combattant et je trouve qu'on a tous quelque chose à apporter sur Terre et qu'il faut l'apporter. On n'est jamais la solution en soi-même, Ouais. mais on est souvent le lien entre plusieurs solutions, tu vois. Pour finir, le titre avec ce petit visuel que tu vois ici, c'est L'amour est dans le pré, la vie d'après. Ouais. La vie d'après, c'est un programme? Ouais, c'est un nouveau programme qu'M6 va poser sur sa plateforme Sisplay. Ouais. J'aime beaucoup Sisplay parce que les gens y vont parce qu'ils ont envie d'y aller et pas parce que c'est la télé qui s'allume dans le. Donc ceux qui iront voir le programme seront des gens qui voudront aller le voir. Le principe? Ce sont des petites capsules de 5 minutes. Donc c'est des épisodes de 15 minutes par capsule de 5 minutes. D'anciens de L'amour est dans le pré, qui ont marqué L'amour est dans le pré. Et moi, je suis parti plusieurs jours en camping-car avec Didier, celui dont on ne comprend pas ce qu'il raconte. C'est extraordinaire. Et je peux vous garantir qu'il y a le plus gros fou rire de M6 là-dedans. Vraiment. Ce que j'ai dit à Karine hier, j'ai dit c'est le plus gros fou rire en Jamais boîte. vu. Ah, mais c'est pas possible. Mais ce Didier, et tu le comprends Didier? Tu comprends tout Ah ce ben, qu'il dit j'avais mal à la tête le soir, hein. On se connaissait pas trop parce qu'on s'était croisés comme ça. Et c'est vrai que quand M6 lui a proposé d'être avec moi, il a tout de suite dit oui parce que. Quel capital sympathie lui aussi. Ah mais. C'est un amour. Ça Écoute, se voit on a tout de suite, on a fait tous les deux un teaser sur Facebook de nos 2 jours, Ouais. plus d'1 million de vues. Ah bah oui. Tu vois. Donc ça promet. J'étais fatigué à la fin de la journée. Ouais. Ça sort quand? Écoute, courant octobre, on n'a pas encore les dates, mais courant octobre, début novembre, je pense. On a parlé du livre pour finir. Oui. T'as un second livre non, qui arrive? Ah ben j'ai deux livres qui C'est vont. le troisième pour le coup là. Ouais, j'ai 2 livres. J'ai un livre sur mon Tour de France, mais ça sera plus entre l'image et le texte. Genre, je raconte des histoires avec des images, Ouais. tu vois, donc ça va être très sympa. Et j'ai un 2e livre qui va commencer. Alors le premier, j'avais pas trouvé d'éditeur, forcément. Et il a cartonné, du coup le 2e, j'ai trouvé un C'est le éditeur. livre avec Alex. Qui avait cartonné. Ouais. Et le 2e, donc j'ai signé avec les éditions Le Duc, qui font partie de la maison Albin Michel. Et là, ça va être la suite, mais autour de la GPA. Donc on va commencer l'écriture à la fin de l'année là. Qui est hein, sur ce combat. Hein. Ah, Encore. Ouais, Pièce de théâtre, là, l'enfant, le petit, etc. ouais. J'étais ravi de te rencontrer, Mathieu. Ah bah, c'était un plaisir, ça passait super vite. Hein. Ouais, on a fait quasiment 1 heure d'émission et, ouais. et moi je trouve que tu es à l'image de ce que l'on voit à travers l'écran. C'est rare. Il y a souvent effectivement un décalage entre ce que les gens osent présenter en public et ce qu'ils sont réellement. Toi, tu es raccord. Ah ouais, bah c'est gentil. Et je trouve que et tu es un rayon de soleil. Merci infiniment. Bah merci. Merci à toi. Merci. Et on te suit sur les réseaux parce que
Juin 2024, on attend ça. Ouais. Voilà. Comme ce sera un petit garçon, c'est parfait. Et tu remarqueras que 2-3 fois dans l'émission, j'ai dit le petit. J'aurais pu dire la petite. Je sais pas pourquoi, le petit. Bon bref, je te souhaite tout le bonheur. Merci. Vraiment infiniment, tout Merci, le bonheur merci. du monde. Merci à tous, vous commentez, vous partagez, vous connaissez le principe et on se retrouve très vite pour une autre rencontre. Salut.